Paco, comment ça va? Bien, merci Laurent, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ton studio à Saint-Denis. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Paco Marie-Alfonsine, je signe Paco Manalma sur toutes mes œuvres. Je suis martiniquais, j'ai grandi à Pointe-Savane, un endroit sauvage à 20 mètres de la mer, dans un contexte boisé incroyable, sans voisins à moins d'un kilomètre. Bon voilà quoi. De la famille Dorion et de la famille Murat en Martinique. Mon papa musicien, ma maman couturière, voilà d'où je viens. Tu as réussi le concours d'entrée en fait, de la prestigieuse École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ce qui t'a fait en fait travailler dans l'univers du cinéma en tant que costumier. Après, tu as travaillé dans la mode. Tu travailles d'ailleurs toujours dans la mode. Tu as côtoyé de grands noms de la haute couture, notamment Yves Saint Laurent. Ma question, elle est assez simple en fait. Comment on passe de la mode à la musique? Comme je viens de le dire, mon père était musicien, mais ma mère était couturière. Donc j'ai grandi en voyant ma mère faire des costumes de scène pour l'orchestre de mon père, la Perfecta à l'époque. Et les paillettes, les strass, tout ça, ça ne laisse pas un enfant indifférent, hein. Et quand j'ai eu l'occasion de trouver une affiche qui faisait la publicité du concours d'entrée de la rue Blanche, de l'ANSAT, en tant que costumier du spectacle, j'y suis allé la fleur au fusil, hein, et heureusement j'ai pu passer ce concours, d'abord comme habilleur réalisateur du spectacle. Ouais. Donc j'ai travaillé dans les théâtres de Paris pendant tout le milieu des années 90 et ensuite comme costumier à partir de 94 où j'ai travaillé sur des productions opéra, cinéma, théâtre dans la France. Alors du coup, en 98, tu as lancé le groupe Mormaïla. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Mormaïla, c'est un groupe avec lequel j'ai commencé à m'exprimer dans la musique à Paris, grâce à des copains qui m'ont sorti un peu de chez moi, de mon introvertissement et de mon côté casanier pour qu'on puisse faire de la musique dans les salles de répétition, dans les caves de Paris. Et ils m'ont un peu ouvert au jazz, à la funky, à la fusion, les standards. Et de fil en aiguille, on a monté cette petite formule de 5, de 6 musiciens, ensuite jusqu'à 11 musiciens, pour faire les piano-bars, les cafés, les petites salles de concert. Entre-temps, on est passé à de l'événementiel, des réceptions privées, des réceptions d'entreprises, de comités, etc. Et Mormaïla est devenu les Caméléons pour s'ouvrir un petit peu à notre répertoire international, puisque on faisait des standards américains, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, etc. Et donc, cette parenthèse étant passée, Mormaïla a redéveloppé son répertoire de composition parce que mes amis ayant constaté que j'avais des compositions qui les intéressaient, que je gardais jalousement pour moi, puisque j'écris la musique depuis à peu près 86, m'ont demandé de les monter pour le groupe et d'arrêter de faire des reprises et d'exprimer un répertoire de composition, ce qu'on a commencé à faire à partir des années 2003, 2004. On a rencontré des personnes qui ont apprécié, on a eu notre petit public qui nous suit et on a fait quelques grandes salles, hein. On a fait un Bataclan, on a fait la Seine-Bastille, on a fait la Chapelle des Lombards, et donc on a circulé un petit peu pendant les années 2000 jusqu'à ce qu'on arrive au premier album commercial de Mormaïla. Alors Mormaïla, pour préciser, hein, ça veut dire la marmaille en créole, hein, c'est ça? Voilà, la marmaille, c'est un terme créole dérivé du mot français la marmaille, hein, qui désigne une entité collective, un groupe de personnes avec lequel on a un lien affectif, une assimilation identitaire. Ça peut désigner la famille, Mormaïla c'est la famille, les amis, mon peuple, mes gens à moi, les enfants, les morveux. Voilà, c'est affectueux, c'est collectif, il y a
une connotation très positive et très affectueuse, qu'on aime bien, et c'est pour ça qu'on a appelé ce groupe comme ça. Bon, bah là, tu parlais de la sortie commerciale, de la première sortie commerciale de votre album, du coup. Oui, c'est Mon Maïla qu'a songé Daniel, qui fait référence à celui qui m'a le plus influencé musicalement, c'est mon père, de qui j'ai reçu sa musique comme j'ai reçu son éducation, puisque la musique étant une partie de sa façon de s'exprimer, son langage. Je n'ai pas écouté sa musique comme j'écoute les autres musiques, je les ai écoutées comme j'écoute mon père me parler. Et donc ça a eu un impact qu'on peut deviner, qui fait partie de moi maintenant et qui fait que c'est devenu mon langage. Et avant de développer mon répertoire dans mes albums et dans mes concerts, j'ai commencé par indiquer que le fondement de toute ma base créative, le langage musical que j'utilise, je l'ai reçu de Daniel Marie-Alfonsine, qui était chef d'orchestre de la Perfecta entre 1978 et 82, qui a produit 8 albums en moins de 5 ans, qui a fait la Perfecta faire ses plus grands tubes de son histoire. Et on se rappelle tous de La Divinité, voilà, notamment, qui est très connue, qui a été reprise d'ailleurs dans le film Ma première étoile de Lucien Jean-Baptiste. Voilà, effectivement. Et voilà, Toute bagaille parée, En nous aller, ce sont des Help Me Baby, des morceaux d'anthologie qui ont marqué cette époque-là et qui ont défini un nouveau langage musical que j'appelle aujourd'hui la pop cadence, parce que c'est une évolution de la cadence, cette musique dansante qui se jouait dans les bals populaires des années 70-80. Et Daniel Marie-Alfonsine a, sur cette base musicale-là, développé un langage d'arrangement, d'écriture musicale très influencé par la Britpop, les Beatles, la musique américaine, la pop musique, les rythmes afro-cubains, les polyphonies vocales sud-africaine, et donc voilà, c'est tout un contexte qui a permis que je puisse développer ce langage musical. Donc ta musique s'inspire de la Perfecta, on l'a vu. Comment tu insères une musique qui s'inscrit dans un imaginaire plutôt lointain, puisque l'âge d'or de la Perfecta c'est entre 78 et 82. Comment tu insères cette musique donc, dans un imaginaire lointain, dans une sorte de modernité? Si je pouvais prendre un exemple un peu décalé pour en retirer le principe, ce serait celui de Prince, qui reprend la structure musicale de James Brown. Et qui, sans changer du tout les fondements de cette musique, en fait quelque chose de terriblement moderne, et au-delà de la modernité, rentre cette musique dans l'intemporalité. Il faut savoir que quand Daniel Marie-Alfonsine a récupéré la direction de la Perfecta en fin 77, début 78, il n'a pas fait une musique de son époque, il a fait une musique dont on découvre aujourd'hui les contours. Donc tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui ont connu cette musique en disent qu'elle avait bien 40 ans d'avance. Donc rien que sur l'ADN de cette musique, on n'est pas dans quelque chose de passé qu'on récupère, on est dans quelque chose qui était déjà visionnaire et qui aujourd'hui rentre dans les musiques qu'on peut digérer, absorber sur le plan populaire. On est exactement dans la veine du travail que font les Tony Succar dans la musique salsa. Il n'a rien inventé en termes de modernité instrumentale, mais dans la façon de jouer, dans la façon d'arranger sa musique, on a des choses extrêmement précises, modernes, et au-dessus du phénomène de mode. Donc je suis dans ce travail qui me déconnecte de la tendance, de la mode, de l'obsolète aussi. Et je rentre dans un langage musical un peu intemporel. Intemporel, voilà. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec
un certain nostalgisme ou ce genre d'interprétation qu'on peut faire. Alors, évidemment, les sonorités évoquent des choses passées, mais si on fait entendre cette musique à quelqu'un qui ne connaît pas Daniel Marie-Alphonsine ou qui ne connaît pas la Perfecta, il n'entendra pas des réminiscences vintage ou nostalgiques. Il entendra une musique de 2017 et qu'il va aborder telle qu'elle. Alors puisqu'on parle de ton père, je vais te lire quelque chose maintenant. Le style de musique Perfecta, principalement performé par le pianiste maestro et arrangeur Daniel Marie-Alphonsine, a influencé notablement et durablement le paysage musical de la Martinique, ainsi que des générations d'Antillais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ben, je suis le premier qui a été influencé, hein, donc je m'inscris complètement dans cet aveu d'avoir été complètement baigné et influencé par ça. J'ai rencontré des personnes qui m'en ont parlé, les yeux complètement noyés de larmes, en me disant mais on a rarement vécu des sensations et des émotions aussi fortes que celles-là, qui sont partis faire leurs études avec des vinyles dans leurs valises, qui les ont passés en boucle tous les soirs et tous les week-ends, parce que cette musique-là en particulier n'est pas une musique dont on se lasse. On peut aussi bien passer toute la nuit à danser dessus, mais on peut l'écouter en travaillant, on peut l'écouter en faisant son petit ménage à la maison, en la mettant dans la voiture, en se baladant. Et il y a plusieurs couches de lecture, plusieurs couches d'accompagnement de cette musique. Moi, personnellement, je l'ai faite pour moi, sans la publier, sans la commercialiser pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui m'équilibre, qui me recentre, qui me permet de me divertir, de faire vivre mes émotions. Je me suis soigné avec, je me suis nourri de ça avant de la partager avec d'autres. Donc, on n'est pas sur on n'est pas sur la consommation de sons, on n'est pas sur un agglomérat de notes juste pour créer un tube ponctuel qu'on va jeter à la poubelle. On n'est pas sur du Kleenex, on est sur de la communication, on est sur un message musical, une élaboration, une recette, comme un repas, un bon repas qu'on a mangé, qui est bien assaisonné, qu'un grand chef a bien concocté. On l'a mangé une fois, on n'a pas envie d'oublier ça, on a envie de recommencer une fois suivante, de découvrir les saveurs, etc. Et c'est exactement la philosophie que j'ai, que je ressens et que je vis, comme toutes ces personnes qui parlent de la révolution musicale de Daniel Marie-Alphonsine. Alors justement, puisqu'on parle de ton père, une question qui est peut-être un peu plus humaine, un peu plus intime. Comment c'est que d'être le fils de quelqu'un qui a véritablement révolutionner l'histoire musicale de tout un territoire? Tout dépend comment on l'aborde. Certains empruntent la voie du fils qui tue son père, hein, donc qui va créer quelque chose qui va briser ou remplacer ce que son père a fait pour démontrer qu'il a autre chose à dire, autre chose à proposer. D'autres vont être l'ombre de leur père en étant dans une forme de reproduction, un effacement de soi et une mystification du paternel. Moi, je m'inscris tout simplement dans une résonance affective, quoi. J'assume simplement que ça fait partie de mon individu, de ma personnalité, de ma sensibilité. J'aime ça, j'assume d'aimer ça. Je parle musicalement avec le vocabulaire que j'ai reçu de mon père. J'assume être inspiré de ces influences, Ricardo Rey, les Beatles, Chick Corea, Herbie Hancock, etc. Moi-même, j'ai d'autres influences, Dire Straits, Tony Succar, que j'ai cité à l'instant, qui est un garçon formidable, un génie pour moi, dans la modernité de la musique, intemporelle, j'entends. Ouais. Et donc, j'assume qui je suis, tout comme j'assume ce de quoi j'ai l'air. Si je ressemble à mon père ou à ma mère, c'est le cas. Voilà, je vis avec ça et je suis bien. Je me pose pas la question qu'est-ce que ça fait d'être le fils de mon papa ou de ma maman. Donc musicalement, je le vis exactement comme ça parce que je ne suis pas dans la récupération d'un trésor ou d'un héritage. Je suis dans l'être, le fait d'être
juste quelqu'un qui a baigné comme Obélix dans une potion magique dont il ne comprend rien. Il a juste il est juste comme ça. Tu as fait carrière dans la mode, dans la haute couture. Est-ce que tu te vois faire carrière dans la musique? Et si oui, quelle carrière tu souhaites pour ta musique? Objectivement, non. Tout peut arriver, hein. Je ne dis pas que je ferai jamais de carrière musicale, mais ça n'est pas une trajectoire que j'ai prévue. Quand j'avais à peu près 6-7 ans, ma maman, très perspicace, a dit à son petit garçon: écoute, je sais que tu aimes la musique, je sais que tu auras peut-être envie d'en faire quand tu seras grand. Je te recommande d'apprendre un métier dans lequel tu pourras gagner ta vie, manger, etc. Et tu pourras faire ce que tu veux dans la musique. Le génie de ma mère, c'est d'avoir dit ce que tu veux. Quand on dit ça à un enfant, ça dit tout, quoi. Ouais. Et donc j'ai compris que ça n'était pas la peine d'essayer de courir après le mythe du star system, parce que quand on entre dans ce process-là, on ne fait pas ce qu'on veut. Les grandes stars ne font pas ce qu'elles veulent. Elles ont tout un staff qui décide à leur place. Un cahier des charges bien défini. Voilà. Ouais. Et puis une fois que leur image est figée, elles sont esclaves de cette image jusqu'à la fin de leur jour. Le jour où elles veulent changer, le public ne les suit pas forcément, ou même leur business autour ne suit pas forcément. Rares sont celles qui arrivent à se sortir de ça, comme Sting, comme certains autres, mais très très rares. Donc j'ai développé mon amour pour la créativité dans la mode, dans le vêtement, dans l'identité visuelle par ma mère, mais j'ai toujours gardé le périmètre musical comme un périmètre sacré dans lequel je suis roi de mon royaume. Je décide de faire la musique que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et si j'ai envie de la faire. Je ne suis pas soumis à un rythme de production, je ne suis pas soumis à fournir de force, je ne cachetonne pas, je ne cours pas le concert, etc. Et donc je reste complètement libre et je prends un plaisir monstrueux à faire ma musique parce que c'est un périmètre qui reste protégé. Je le fais de façon professionnelle, avec de très grands musiciens, avec des personnes très douées. Tu as travaillé avec Tony Chasseur, un artiste antillais très connu. Ouais. Par exemple. Je l'ai accompagné pendant la dernière dizaine d'années. À l'intérieur de ce big band, il y a les plus grands cuivres de la place française qui joue avec Danny Briand, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Aznavour. Ce sont des gens qui sont dans un avion tous les 10 jours et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui viennent travailler sur mes productions, sur mes petites productions martiniquaises. Et donc tout ça, ça ouvre un champ de réalisation, de liberté, de créativité qui est exceptionnel et dont ces musiciens-là aussi profitent parce que la vie est dure, hein. Quand on est professionnel musicien, on fait beaucoup de choses qu'on n'aime pas forcément dans des conditions qui sont parfois très dures et le fait d'avoir un petit périmètre comme ça où on est là que pour la musique dans un contexte psychologique et créatif serein, c'est un privilège. Parle-nous un peu maintenant de tes projets, qu'est-ce que tu as sur le feu, à quoi doit-on s'attendre prochainement? Alors, je suis en train juste en ce moment de faire revenir Mamaïla en live à Paris. 10 ans ont passé sans que je fasse de live à Paris. Moi-même, je ne m'en suis pas rendu compte parce qu'entre-temps, j'ai produit une 60aine d'artistes de musique internationale. Et on est en train de remonter sur scène très très bientôt. Et justement, si on veut suivre ton actualité, en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Facebook, Paco Benalma ou la page Mamaïla. Il y a une page du Club Marie-Alphonsine. Le Club Marie-Alphonsine, c'est ce club qu'on a monté avec tous les amoureux qui connaissent déjà la musique de Daniel, mon père, et qui ont vécu 7 semaines de live l'été dernier en Martinique où on a créé beaucoup d'émotions par notre passage. C'est un spectacle qu'on a monté entre
le répertoire de Daniel Marie-Alphonsine et celui de Paco pour faire un lien entre ce qui s'était passé depuis 1978 jusqu'à maintenant, avec la casquette Gavroche, les pattes d'Ef, toute une symbolique d'images qui nous permettait de vivre quelque chose d'excitant, quoi. Ok, le mot de la fin, un modèle, un exemple à suivre? Pour moi, le mot de la fin, c'est que la musique est un langage communicatif que je souhaite être le plus liant possible entre les gens. Alors évidemment, il y a des musiques hermétiques qui s'adressent à des gens qui sont initiés à certains langages, mais je prends beaucoup de plaisir à observer des musiciens faire une musique qui communique au plus grand nombre et surtout à ceux qui ne connaissent pas, aux enfants, aux gens qui ont un certain âge, aux gens qui débarquent, qui découvrent, et puis que ça impacte tout de suite sans avoir le décodage. Et ça me fait vibrer. Je suis heureux quand je vois que des musiciens réussissent à faire ça sur leur public. Moi, je le vis aussi à mon échelle et ça me met les poils, quoi. Paco, merci beaucoup. Merci à toi.